bienvenue dans En pleine forme, votre nouvelle émission santé qui répond à toutes vos questions. Sur www.enpleineforme.net, vous nous avez demandé si l'hygiène est au rendez-vous dans les cabinets dentaires, si l'hypnose peut vous aider à avoir une sexualité épanouie. Et enfin, on terminera par un point sur l'éjaculation précoce avec nos 3 experts. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? En pleine forme. En pleine forme. Vous avez retenu la leçon de la dernière fois. Oui. Alors, le docteur David Gutmann, qui est chirurgien dentiste, qu'on ne présente plus, Franck Platzek, qui est spécialiste en hypnose et en PNL, et enfin notre sexologue Bruno Martin. Tout de suite, nous commençons par une question sur l'hygiène. C'est vrai qu'on peut se poser la question si dans les cabinets dentaires, les outils sont utilisés une seule fois ou sont utilisés à chaque fois sur les mêmes patients. De toute façon, l'hygiène comme la douleur, ce sont les 2 critères les plus importants au cabinet. Alors, de toute façon, ce n'est pas est-ce que les instruments peuvent être stériles ou pas, ils doivent de toute façon. On va catégoriser l'hygiène au cabinet selon 3 critères, 3 degrés. Il y a la décontamination, la désinfection, la stérilisation. La décontamination, c'est le fait de nettoyer les instruments pour arriver à un niveau, on va dire, stable et à un niveau normal de bactéries, selon les normes de l'OMS. La désinfection, c'est éliminer totalement les bactéries d'un instrument à un moment donné. Et la stérilisation, c'est éliminer les bactéries de cet instrument, mais que ça soit stable dans le temps. Par exemple, un instrument stérile est empaqueté, mis dans un sachet stérile, et cet instrument doit rester stérile pendant 10 jours, 1 mois et demi. Alors au cabinet, donc, il y a la désinfection, la décontamination, la stérilisation. Les instruments stériles, alors il y a évidemment les gants. Donc les gants sont stériles, les gants sont utilisés et sont jetés après chaque patient. Il peut même arriver qu'au cabinet, donc, pour un même patient, on utilise plusieurs gants. Par exemple, on soigne le patient, le téléphone sonne. Il est évident que si l'on répond au téléphone avec les gants sur lesquels on est en train de soigner le patient, il va y avoir ce qu'on appelle une contamination croisée. Il va y avoir des microbes sur le téléphone et inversement, les microbes du téléphone vont venir sur le patient. Donc on enlève ces gants, on répond au téléphone et on remet des nouveaux gants. Donc plusieurs fois par séance, on peut changer de gants. Le masque aussi, le masque stérile, changé après chaque patient. La blouse, alors souvent dans les cabinets, avant on avait une blouse par jour, on va dire. Maintenant, de plus en plus, dans certains cabinets, il y a ce qu'on appelle des blouses stériles. Les blouses sont prises le matin dans des sachets stériles, utilisées pour chaque patient et jetées après chaque patient. D'accord. Dans les instruments stériles, il y a aussi ce qu'on appelle la fraise, la fameuse fraise. C'est-à-dire que c'est l'instrument qui soigne la carie. Les fraises sont stérilisées, utilisées pour chaque patient et réutilisées, mais stérilisées à chaque fois. Il existe même maintenant des fraises à usage unique. Donc elles sont sorties de leur sachet stérile, utilisées pour un patient et jetées par la suite. Donc ça, c'est, on va dire, pour les instruments stériles. Ensuite, il y a tout ce qui est désinfection. Quand le patient sort du cabinet, on va désinfecter le cabinet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va nettoyer le fauteuil avec un produit spécial. On va nettoyer les poignées, par exemple, de porte. On ne se rend pas compte, mais une poignée de porte, et il est bien connu qu'une poignée de porte, c'est là où il y a le plus de microbes. Dans beaucoup de cabinets maintenant, les portes sont parfois automatiques. Donc, porte automatique, il n'y a plus de contact, donc il n'y a plus de microbes. Il y a la désinfection et puis après, il y a la décontamination. La décontamination, c'est par exemple le sol. Entre chaque patient, là aussi, on peut décontaminer le sol, on peut nettoyer le sol. Il est évident qu'il y aura toujours des microbes, toujours des bactéries, mais là aussi à un niveau acceptable. Et dans certains cabinets maintenant, de plus en plus, il existe aussi des purificateurs d'air. Donc c'est un petit peu, on va dire, comme de l'air conditionné, pour tuer là aussi les germes. En cas de chirurgie, en cas d'implantologie, de chirurgie comme les dents de sagesse, que le milieu soit le plus stérile possible. Alors, en tant que patiente, lorsque je rentre dans un cabinet dentaire, comment je peux savoir que toutes ces étapes ont été respectées, qu'il y a bien eu un usage unique pour chaque outil, des contaminations? De toute façon, déjà, vous pouvez le demander à votre dentiste. Le dentiste peut vous dire si le cycle a été respecté. Je ne pense pas qu'il vous dira que le cycle n'a pas été respecté, mais ça se voit quand même. Quand vous arrivez dans un cabinet, vous voyez quand même si les gants sont bien, s'il y a plusieurs boîtes de gants, s'il n'y a qu'une seule boîte de gants. On voit. Mais de toute façon, il y a des normes qui sont respectées et qui doivent être respectées par tous les chirurgiens dentistes. Je vous remercie. Merci. Nous allons passer maintenant à une question sur la sexualité avec notre spécialiste en hypnose. Une question qui nous vient d'un homme. Mon conjoint et moi avons des problèmes au lit.
Ah non, c'est une femme qui pose la question. Ou Peu importe, peut-être, ouais. à l'heure du mariage pour tous, qui sait, mon conjoint et moi avons des problèmes au lit, est-ce que l'hypnose peut agir sur des problèmes d'ordre sexuel ? Absolument, mais avant de pouvoir agir en état hypnotique ou de faire de l'hypnose pour un couple, il s'agit aussi de déterminer un petit peu, de les avoir tous les deux, de les voir tous les deux. Parce qu'en fait, en les voyant tous les deux, et c'est très intéressant votre question, dans le sens où on a toute une systémie. On a un rapport avec une ou plusieurs partenaires, mais en l'occurrence là, c'est un couple. C'est important d'arriver à savoir qu'est-ce qui se joue derrière cette problématique. D'abord, quelle est cette problématique, quel est le symptôme, et de savoir qu'est-ce qui se joue, le rôle de chacun des partenaires. Ça me rappelle une histoire où une fois un monsieur vient avec madame et madame est là et monsieur lui reproche de ne pas avoir une activité, qu'elle dorme sur le canapé, elle prétexte qu'il ronfle et puis on s'entend justement pour que madame s'occupe d'elle, se pomponne, s'habille confortablement et qu'ils vont pouvoir reprendre des activités intimes. Et lui, à ce moment-là, il fait « Non !» Qu'est-ce qui se joue là ? Comment ça se passe ? Donc là, on peut travailler après, on peut aller explorer en état hypnotique, soit en couple, soit un en état hypnotique, l'autre spectateur, un futur, déjà un présent, un futur, aller chercher des ressources du passé, les amener dans le futur, voir comment ça se passe. Parce qu'en hypnose, on travaille sur le symptôme, mais aussi on peut travailler sur toutes les émotions qui ont installé le symptôme, jusqu'à l'origine. Inconsciemment, d'où vient ce blocage inconscient qui fait que ça se passe mal dans le couple ? Tout à fait. Parce que la demande consciente, c'est la demande consciente. Et si on pouvait la résoudre de cette façon-là, ça serait déjà fait. Donc nous, l'état hypnotique va nous permettre d'aller trouver une ressource inconsciente et de la mettre en place. Et de la mettre en place soit dans une personne, soit dans une autre personne, soit dans le schéma du couple, soit dans cette systémique du couple. Comment ça s'organise ? Vous recevez les deux personnes en même temps ? Ah bah c'est préférable. En fait, la problématique, est plus rapide à sortir. Parce que si on n'a qu'une seule personne qui va venir, même en PNL, on va avoir un mode de questionnement. Et la problématique va sortir au bout de la deuxième, ou la première, la deuxième ou la troisième séance. Mais il faudra, dans tous les cas, à un moment, que les deux personnes soient présentes. Alors vous les hypnotisez tous les deux et vous les mettez en situation et vous essayez de voir ce qu'il y a comme blocage ? Non, on ne fait pas comme ça. À l'intérieur, ça suffit. Dans la tête, en fait, le principe, c'est qu'on va faire visualiser quelque chose. On va leur permettre de visualiser. Après, il y a plusieurs techniques pour le faire, mais on va pouvoir, par exemple, pouvoir visualiser un avenir positif. Comment ça s'organise ? Retrouver des sensations qu'ils ont eues avant, au préalable, et les transposer dans un futur avec les mêmes personnes. Là. Récupérer ce qu'ils ressentaient avant, par exemple. Après, il y a de multitudes de façons de faire, puisqu'en fait, c'est le client qui va nous dire à un moment comment ça se passe, comment il a envie que ça se passe. Est-ce que vous, en tant que sexologue, vous utilisez l'hypnose pour traiter les patients ? Alors ça peut arriver. J'ai beaucoup utilisé l'hypnose ericksonienne, j'ai été formé à ça, et ça donne des résultats intéressants. C'est un des outils. Je pense que en termes de thérapie, il faut avoir une boîte à outils. Vous pouvez mettre la PNL, vous pouvez mettre l'hypnose ericksonienne, vous pouvez mettre les thérapies cognitives, comportementales. Il y en a une multitude. Chacun doit avoir sa petite boîte à outils et dégainer l'outil adéquat au bon moment. Mais ça fait partie des outils. Et est-ce que l'hypnose peut servir dans le traitement de l'éjaculation précoce ? Vous pouvez intervenir tous les deux ? Absolument, absolument. On a des procédés pour l'éjaculation précoce, pour un manque de vigueur aussi, pour un manque d'envie aussi. Toutes les dysfonctions sexuelles peuvent être prises en charge par l'hypnose ericksonienne, c'est certain. Mais on peut aussi élargir à d'autres domaines. Et ça fait partie d'un. On va développer un peu plus sur le problème d'éjaculation précoce, car un de nos téléspectateurs en souffre. Il nous dit qu'il culpabilise car ses relations sont très rapides, moins de 2 minutes, et que sa femme est très frustrée. Et il veut des conseils pour savoir comment faire pour régler ce problème. Alors, c'est quelque chose de très courant. Hein. Il faut savoir que l'éjaculation précoce, c'est 30-40% selon certaines études de la population française, voire même un petit peu plus mondiale que ça. On a des études sur toute la planète. Hein. Donc, en fait, l'homme, il est éjaculateur précoce par essence, puisque tous les mammifères supérieurs doivent se reproduire vite et bien dans la nature. Donc, on est programmé comme ça. Alors, si on veut changer, il faut apprendre à changer.
gérer. Un certain nombre apprennent, j'allais dire par expérience, par astuce personnelle, et un grand nombre restent éjaculateurs rapides. Donc si on veut changer, il faut comprendre le système. Alors déjà, la première idée, l'idée de base, c'est qu'on ne contrôle pas son éjaculation, qui est un pur réflexe quand on atteint un certain niveau d'excitation. On ne peut contrôler que son excitation sexuelle. Si on gradue l'excitation entre 0 et 10 sur 10, il y a un certain niveau, on va dire vers 9, qu'on appelle point de non-retour, qui, lorsqu'il est atteint, déclenche la crispation réflexe de l'urètre prostatique, temps numéro 1, et il y a une éjection à ce moment-là. Donc là, on ne peut plus rien faire. C'est comme à partir d'une certaine vitesse en voiture dans un virage. La seule chose qu'on puisse faire, c'est réduire l'arrivée du carburant, l'arrivée de la vitesse. Et toutes les démarches, on va dire cognitives comportementales, visent à ça, à repérer les manettes, les commandes du corps, les commandes de l'esprit, qui vont vous permettre de naviguer entre 5 et 6 sur 10 d'excitation sexuelle, l'équivalent du 90-120 dans votre voiture, qui vous permet de naviguer dans les virages. Est-ce que c'est plutôt d'ordre psychologique ou c'est dû à une maladie, un dysfonctionnement? Alors, c'est absolument pas... c'est très rarement dû à une maladie, un dysfonctionnement. On dit que dans les hommes qui éjaculent vite, vous avez 80% de pur sang. C'est-à-dire, c'est des hommes qui ont un fort désir, une bonne érection et une éjaculation rapide. Il y a 20% de problèmes psychologiques et il n'y a pratiquement pas de problème organique qui puisse l'expliquer. Donc, tout le monde peut parvenir à apprendre à gérer son excitation sexuelle. Alors, avec les lois du corps, c'est-à-dire respiration, tension musculaire, mouvement, rythme, pour comprendre comment tout ça interagit avec la montée de l'excitation. Mieux repérer ses niveaux d'excitation, parce que l'éjaculateur rapide ne sait pas repérer ses niveaux d'excitation. Il croit qu'il est plus excitable qu'un autre, mais c'est absolument faux. On a fait des études là-dessus. Il a l'a priori, puisque je fais l'amour, autant être le plus haut possible, le plus longtemps possible. C'est comme si dans votre voiture, vous disiez, puisqu'elle monte à 180, je vais me mettre à 175 et je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Au premier virage, vous dérapez. Et il y a un élément un petit peu plus mentalisé qui s'appelle la dissociation, où on vous invite à prendre du recul par rapport à la situation. Et il y a un petit conseil de reprise en couple sur 3-4 semaines pour ne pas projeter celui qui apprend dans l'obligation de réussite immédiate, parce que sinon, là, il se prendrait un petit peu les pieds dans le tapis. Je vais vous remercier pour tous ces conseils que vous nous avez donnés et je vous remercie à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas de nous envoyer des questions sur www.enpleineforme.net. On se fera un plaisir d'y répondre. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.